messieurs, bonsoir. Nous vous remercions de votre présence. Le moment est important, le moment est solennel. On m'a dit que dans la salle, il y avait quelques juristes. Levez la main, les juristes. Ne vous faites pas timide. Bon, c'est intéressant. Alors, nous nous excusons d'avance. Les règles afférentes à un procès classique seront quelque peu perturbées. Vous allez très vite vous en rendre compte. Alors, commençons tout de suite par prendre des libertés, par un petit tirage au sort. Et je vais donc appeler 4 personnes, et surtout qu'elles ne soient pas timides, car elles vont constituer en réalité les membres du jury. Alors, chère audience, nous allons passer à l'ordre du jour. Et vous savez que la question que nous allons trancher aujourd'hui est la suivante. La lutte contre les crimes économiques est-elle impérialiste? Rappelons les faits. De quoi s'agit-il quand on parle de crimes économiques? Eh bien, un crime économique, c'est une atteinte aux droits humains. Vous savez que la formule aujourd'hui a remplacé la formule classique et historique des droits de l'homme. C'est une atteinte aux droits humains et à l'environnement et d'une manière plus générale à la probité. Par un acteur économique tout au long de sa chaîne de production de valeur. Et au regard des conditions économiques contemporaines, au regard du phénomène de la globalisation, au regard de l'éclatement de cette chaîne de valeur à l'échelle internationale, et tout particulièrement de la délocalisation d'un nombre très important d'activités de production dans des pays à faible gouvernance démocratique et à une main-d'œuvre bon marché, eh bien, la lutte contre les crimes économiques s'inscrit très souvent dans un schéma nord-sud, tout à fait identique quelque peu à ce qui se passe dès qu'il est question d'action humanitaire. Alors, en général, pas toujours, des organisations non gouvernementales occidentales portent devant les tribunaux de leur pays eh bien, des affaires s'étant déroulées dans les pays dits en développement au prétexte de défendre les droits des peuples de ces pays en développement dont les ressources se trouvent absolument spoliées par des acteurs économiques. Et c'est sur la base donc de cette problématique et de ces faits que le parquet, représenté aujourd'hui par Madame la procureure Lorraine Bounot, a décidé d'attaquer ces organisations qui luttent contre ces crimes économiques au nom de 3 griefs. Premier grief, le paternalisme. Le paternalisme. Ces ONG occidentales s'occuperaient, avec cette approche paternaliste, de sauver des peuples dans le sud de la planète. Deuxième grief d'ingérence dans des systèmes politiques, économiques et judiciaires des pays en question. Et enfin, troisième grief, celui de la spoliation des fonds confisqués dans le cadre de ces actions judiciaires et au fait où vont ces fonds. Et la défense sera assurée par Madame Clara González. Nous allons pouvoir accéder et procéder aux auditions en commençant par celle des accusés, ou je devrais dire de l'accusé. Madame Cossard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici l'accusé? Je le crains. Voilà. Alors, vous portez la lutte contre les crimes économiques ce soir. Pouvez-vous nous dire en qualité de quoi vous intervenez et vous voulez intervenir ce soir? Alors, je représente ici l'association Sherpa en tant que directrice, donc Sandra Cossard, et également toutes les associations qui luttent contre les crimes économiques et aussi contre la corruption et les flux financiers illicites. Donc, j'espère pouvoir les représenter dignement. Ça, j'en sais rien, vous serez à même de le dire peut-être plus tard. Je vous remercie. Très bien. Eh bien, vous allez être interrogée. Madame Cossard, dites-moi, vous représentez une association française, n'est-ce pas? C'est exact. J'aimerais comprendre. Donc, vous êtes une association française et vous allez devant les tribunaux français pour demander réparation pour des préjudices subis à l'étranger pour des citoyens étrangers. Mais vous excellez à l'art du grand écart. Vous avez vraiment le droit, en tant qu'association, de vous ingérer de la sorte? Oui, tout à fait. Alors, je vais peut-être être un peu technique et je m'en excuse. On sera moins dans le débat politique dans un premier temps, mais plus en effet sur la technique juridique. Oui, aujourd'hui, en France, nous avons le droit de pouvoir défendre des victimes étrangères devant les juridictions françaises parce que les associations
ont la possibilité de défendre leur objet statutaire. Il se trouve que l'objet statutaire de Sherpa, c'est de protéger et défendre les victimes de crimes économiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que la mondialisation aujourd'hui fait des victimes à travers le monde. Et l'association Sherpa se targue de vouloir défendre ces victimes qui sont à l'autre bout de la chaîne de sous-traitance. Donc oui, le droit nous donne aujourd'hui la possibilité de les défendre devant ces juridictions françaises. C'est un droit qui a été limité ? Le droit, en effet, ne nous facilite pas la tâche, il nous donne un certain cadre, mais après un certain nombre d'obstacles, des obstacles que nous devons essayer de surmonter, que ce soit en effet sur les droits de l'homme, mais aussi sur la corruption. Par exemple, en France, pour lutter contre la corruption, vous avez besoin d'un agrément. Cet agrément est délivré par le ministère de la Justice. Je vous laisse imaginer les différents obstacles techniques, voire politiques, que l'on peut avoir aujourd'hui quand on lutte en France contre la corruption. Et pour prendre un cas complètement hypothétique, imaginez une association indienne qui voudrait lutter contre la corruption d'une entreprise française. Rien de tout ça n'est paru dans la presse, bien évidemment. Essayer de lutter contre justement la corruption de cette entreprise française de fonctionnaires indiens. C'est quasiment impossible. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons de rapatrier ce type de procédure devant les juridictions françaises, Madame la procureure. Mais qu'en est-il des victimes ? Bien évidemment, les victimes, elles ne sont pas oubliées, elles sont même au cœur de notre stratégie. Elles sont tous les jours dans notre quotidien, que ce soit les victimes directes, que ce soit les associations locales. Et je voudrais rappeler que certaines fois, elles ne peuvent pas être à nos côtés pour des raisons de sécurité. Et donc là aussi, nous essayons de prendre en partie la place de ces victimes pour pouvoir représenter leur parole, qui n'est pas toujours aisée. Donc le changement de système doit permettre de prévenir des futures violations, mais également les nouvelles victimes. Donc nous essayons de changer le droit pour l'avenir. Donc nous représentons les victimes d'aujourd'hui, mais aussi les victimes de demain. Oui, ingérence, paternalisme. Bon, parlons maintenant de vos pratiques spoliatrices. Récemment, la Cour de cassation a donné raison aux parties civiles dans l'affaire dite des biens mal acquis, qui concernait le vice-président de Guinée équatoriale, Théodorine Obiang, qui était accusé d'avoir détourné des fonds publics pour son usage personnel. Rassurez-nous, l'argent détourné, il a bien été restitué ? Non. Malheureusement, cet argent n'a pas été restitué, mais parce que le droit français ne le permettait pas, jusqu'à très récemment encore. C'est une situation que nous avons dénoncée dès le début, dès les premières affaires des biens mal acquis en 2007. Et c'est pour ça qu'on s'est battu pour un mécanisme de restitution. Nous nous sommes battus aux côtés d'un certain nombre d'acteurs de la société civile et nous avons réussi en 2021 à obtenir le vote par le Parlement français d'un mécanisme de restitution qui doit permettre justement la prise en compte de l'intérêt des victimes. Donc on doit enfin pouvoir les identifier. La prise en compte de la société civile locale également, et la transparence. Stéphane Brabant, je suis avocat ici au barreau de Paris. J'ai vécu de très nombreuses années en Afrique. Je suis avocat spécialisé en énergie et ressources naturelles en Afrique. Et je suis avocat de société. Ouh, oh, ça y est. C'est pas bon signe. Et une de mes grandes spécialités, c'est les droits humains. Dites-moi, vous avez été témoin de nombreuses luttes opposant les ONG et les multinationales dans des affaires qui ont été très médiatisées. C'est d'ailleurs plutôt une belle publicité pour les uns et les autres. Finalement, il a fallu tirer les verres du nez à l'accusé pour qu'on puisse entendre parler des victimes, du destin des victimes. Mais que dire de ces victimes? Est-ce que ce ne sont pas finalement les grandes oubliées? Si, peut-être. C'est intéressant de voir un petit peu cette histoire de victimes. Elles sont victimes, on dit, des sociétés en question, mais est-ce qu'elles ne sont pas victimes des ONG quelquefois? Je vais vous surprendre. Par justement ces fameux contentieux stratégiques, qui sont normalement faits pour elles, les contentieux stratégiques. C'est à leur bénéfice, c'est ce qu'on devrait dire. Eh bien, finalement, on s'aperçoit que ces contentieux stratégiques, normalement, c'est pour faire dire le droit. C'est bien. Donc, ça veut dire être en faveur des victimes. Et aussi, on les rend publics, on les médiatise. Et ça aussi, c'est pour essayer de sensibiliser les entreprises et que ça devrait être au bénéfice des victimes. On peut le comprendre. Mais en réalité, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelquefois un tout petit peu d'ego? Oh, je ne vise personne, mais un tout petit peu d'ego dans la façon de faire. Personne n'est visé, naturellement.
Et ce petit ego, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelquefois un petit peu d'aveugle. On ne voit pas tout. Il y a des choses qu'on oublie. Et la question que je me pose, c'est est-ce que dans toutes ces affaires, est-ce que les victimes ont bien été consultées? Est-ce qu'on leur a bien expliqué ce qui se passait? Est-ce que, comme on le dit en droit international, un consentement éclairé et préalable a bien été suivi? Est-ce que toutes les victimes, dans leur langue, savent exactement ce qui va se passer en leur nom, pour leur compte, devant des juridictions qui sont à l'étranger? Sont-elles bien comprises? Sont-elles informées? Savent-elles qu'elles pourraient perdre le procès? Car Sherpa ne peut pas tout gagner. Le savent-elles? Le savent-elles qu'elle va peut-être attendre 3 ans avant d'être indemnisée? Vous parlez de stratégie de contentieux, mais est-ce que finalement, ces stratégies-là, elles ne nuisent pas aux investissements à l'étranger, au développement économique tout simplement des pays concernés? Si, naturellement, et c'est très lié, les investissements étrangers, c'est normalement le facteur de développement, ou un des facteurs de développement, puisque ce sont des gens qui vont payer des impôts, qui vont procurer des emplois, donc des choses qui sont vitales pour les personnes. Donc il y a des risques locaux. Il y a des risques aussi en France. Quand vous êtes une entreprise, c'est tout de même très lourd. Donc si vous savez que le risque que vous prenez dans le pays est déjà important, que vous allez faire tous les efforts, mais qu'en plus, vous allez être soupçonné rapidement, et en France, et être mis en difficulté sur le plan réputationnel et autres, et avoir des problèmes terribles, qui ne sont peut-être même pas aboutis, puisque le temps du jugement, il faut du temps. Donc tout le problème réputationnel entre les deux, peut-être pour rien. Vous vous rendez compte qu'effectivement, il ne faut pas traiter les choses avec légèreté et que les populations pourraient être victimes d'investissements étrangers qui deviendraient timides, uniquement parce que, quelquefois, un petit peu de rapidité, un petit peu d'acharnement, je propose toujours de la vigilance. Alors, Monsieur Brabant, tout d'abord, merci. Je pense qu'on peut saluer l'acte de bravoure dont vous faites preuve, effectivement, pour être ici avec nous ce soir. Voici ma première question. La soft law, ou plutôt le droit mou, n'est pas aujourd'hui un outil nouveau. Et pourtant, les violations des droits humains, et notamment les plus graves, par les entreprises, qu'elles fabriquent du ciment ou non, continuent. J'en veux pour preuve, notamment, par exemple, la pièce à conviction numéro 1, dans laquelle Lafarge a elle-même reconnu qu'elle avait une filiale locale qui, en Syrie, a remis des fonds à des tierces parties afin de trouver des arrangements avec un certain nombre de groupes armés. Finalement, les acteurs de la lutte contre les crimes économiques n'auraient-ils donc pas un rôle essentiel de dernier recours à jouer? En réalité, quand vous dites que les ONG pourraient avoir un rôle essentiel de dernier recours, waouh, incroyable! Le monde s'écroulerait sans les ONG. C'est fini. On peut même se poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas inscrire dans la Constitution des pays du Sud le fait que les ONG et que Sherpa devraient être le dernier recours? C'est pas de l'ingérence, ça? Mais dans le cadre d'un rapport de force entre une multinationale et l'employé, du sous-traitant, de son sous-traitant, de son sous-traitant, n'y a-t-il pas le risque que transiger soit en réalité un moyen d'acheter le silence des victimes et donc de continuer à opérer en toute impunité? Je pense qu'il y a une erreur et qui se crée avec obsession. L'intérêt des victimes, c'est la prévention, avant tout, et non pas la punition. Il ne faut pas se tromper de débat. Et dans la définition des due diligence, tout le monde l'oublie. Savez-vous que dans l'obligation de due diligence, il y a la réparation. Ça n'est pas un mot traditionnel. La réparation par les entreprises fait partie du respect de leurs propres obligations. Et ils sont d'ailleurs réglementés dans les principes directeurs des Nations Unies. Il y a des conditions dans lesquelles les entreprises doivent faire leur réparation. Ensuite, c'est bien sous-estimer les communautés locales que de dire qu'une fois qu'elles auront été indemnisées, elles ne pourront plus reprendre et rediscuter quelques années après, ainsi que la société civile. Et de toutes les façons, il est très clairement dit dans ce droit que les recours judiciaires sont toujours possibles, même après une transaction. Et je sais que certaines ONG se feront fort, si les indemnités ou les réparations n'ont pas été suffisantes, de revenir. Vous reconnaissez tout de même qu'en fin de compte, une fois qu'on a passé la prévention et l'échec du droit mou, les ONG peuvent avoir un rôle à jouer dans ce rapport de force et dans la défense des droits. Absolument. Merci. Un rôle à jouer. Merci, le bon Monsieur rôle, Brabant. pas le mauvais. Nous sommes d'accord. Toujours le bon rôle. Dernière question. Dans des pays où règne un haut niveau de corruption,
Soyons francs, croyez-vous qu'il soit possible de remettre l'argent, que cet argent soit restitué aux gouvernements qui ont permis, a priori, ou encouragé la confiscation de ces biens? Oui, tout à fait. Et j'en appelle à avoir un peu de créativité. Cet argent doit revenir aux populations locales. Vous allez me dire, si elle repart là-bas, il va être à nouveau détourné. Eh bien non. Les nouvelles technologies permettent de penser à des systèmes différents, qui permettent de faire la traçabilité du premier euro qui quitterait la France jusqu'au dernier euro dépensé pour un projet précis par les populations et sous le contrôle. Cet argent n'a pas été contrôlé, il peut revenir avec le plein contrôle par la technologie nouvelle. Il faut ouvrir les oreilles et les yeux. Merci, Monsieur Brabant. Je suis Navi Malela, lanceur d'alerte et banquier. Je me présente ici parce que j'ai été témoin des malversations dans le cadre du blanchiment et de contournement des sanctions internationales dans mon pays, au sein de la banque dans laquelle je travaillais, et ces opérations impliquaient la haute hiérarchie de mon pays. Est-ce qu'il serait exagéré de vous demander votre pays? Ah, je suis Congolais de la République démocratique du Congo. Monsieur Malela, tout d'abord, j'aimerais souligner votre courage, d'autant plus grand que vous mesurez directement les risques qui sont ceux liés à votre présence ici et que vous en subissez plus directement les répercussions, celles de l'alerte que vous avez donnée au moment des faits. Pouvez-vous revenir d'ailleurs sur l'exil, sur les raisons de l'exil qui est le vôtre aujourd'hui en France? Comme je le disais tantôt, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans une banque commerciale en RDC et j'ai plutôt occupé des fonctions de contrôle, surtout en tant qu'auditeur interne. On avait constaté des malversations concernant un homme d'affaires étranger, mais qui a quand même obtenu par des voies opaques la nationalité congolaise, excusez de peu, mais qui a utilisé sa connexion, sa proximité avec notre ancien président pour une exploitation illicite des minerais et surtout des minerais et du pétrole de notre pays, et qui s'est plus enrichi que le pays dans ses opérations. Est-ce qu'il ne serait pas mieux que les ONG, finalement, qui font ce travail de lutter contre la corruption, ne le fassent pas sur place, sur le terrain, au quotidien, aux côtés de la société civile, plutôt que de l'étranger, de loin? Vous venez de comprendre que je suis condamné à mort sans avoir participé à un procès, ni avoir eu l'occasion de me faire représenter. Donc je vous dirai tout de suite que les conditions dans lesquelles on vit dans certains pays comme le mien ne sont pas propices pour faire n'importe quoi sur place. Et aujourd'hui, il y a des mécanismes internationaux qui donnent cette occasion à des ONG internationales, dont françaises comme Sherpa et aussi PLAF, pour venir en aide ou en appui à certaines personnes épris de bonne volonté, épris de patriotisme, pour les aider à faire des dénonciations qui puissent faire avancer les choses. Et quand nos présidents vont partout ailleurs dans l'Occident pour chercher de l'argent, c'est au nom de quoi? Ces fonds qui sont cherchés pour aider, entre guillemets, à développer nos pays. Et pourquoi pas les ONG originaires de ces pays donateurs? Pourquoi pas que ces ONG viennent voir à quoi sert cet argent? Comptez-vous porter plainte contre votre ancien employeur? Je sais que lui, il a fait déjà à l'encontre des ONG, dont PLAF, qui nous a aidés à porter ces dénonciations. Et je crois que pour tout ce travail qu'il a fait dans l'obscurité, nous devons le faire plutôt dans la lumière. Et est-ce que le faire de l'étranger, ce ne serait pas envoyer un mauvais signal à vos concitoyens? Afriland First Bank, c'est la banque dans laquelle je travaillais, n'a pas de personnalité juridique en France, je crois, mais elle a quand même porté plainte par son avocat contre les ONG et les ONG qui nous ont aidés à faire des dénonciations en France. Donc je crois que dans ce cadre-là, elle n'a pas fait au nom de l'impérialisme africain vers l'Europe, et je ne crois pas que
je ne crois pas que pour moi ce serait un frein pour le faire aussi en France contre Afriland First Bank. Ingérence, impérialisme, néocolonialisme. Trouvez-vous que ces accusations soient fondées? Je suis désolé de décevoir Madame la procureure, mais je crois que ce sont des accusations qui ne sont pas fondées. J'ai été, par exemple, excusez-moi, de voir un président africain, je ne citerai pas le pays, pour ne pas vexer certains peut-être, qui est venu pour des soins appropriés, entre guillemets, en France, et qui le disait sur un plateau de télévision, parce que dans notre pays, il n'y a pas d'hôpitaux appropriés pour des soins appropriés. C'est une honte quand on est dirigeant et quid de la population. Ça veut dire que tout cet argent, toute cette richesse est spoliée par une certaine classe qui ne sait pas mettre en place des mécanismes de soins de santé adéquats, des mécanismes, des infrastructures scolaires adéquates et qui exportent leurs familles, leurs enfants pour des études appropriées à l'étranger. C'est une honte pour l'Afrique. Moi, je crois que cette ONG, la PLAF, et avec Global Witness, je le souligne, qui nous ont aidés à le faire, ont bien fait parce qu'aujourd'hui, les choses commencent à bouger. Et ça bouge dans le bon sens. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va se faire. C'est une lutte de longue haleine, mais petit à petit, on avancera pas à pas et on atteindra notre but. Est-ce que finalement, aujourd'hui, l'anti-impérialisme, ça ne serait pas de lutter contre ces investissements étrangers prédateurs qui viennent, eux, spolier les ressources de certains pays, dont le vôtre, la RDC, je crois qu'on peut le dire. N'est-ce pas que ces sociétés qui viennent exploiter sont des sociétés étrangères, occidentales? Et quand ça produit, l'argent produit est mis dans les poches. Et quand les ONG venus de ce même pays veulent voir, ça devient de l'impérialisme. Je crois que là, on est en train de confondre finalement de quoi... Finalement, on ne comprend pas de quoi on parle. Donc moi, je crois que c'est un faux débat dans la mesure où tous nos pays se tournent vers le FMI, la Banque mondiale, pour chercher de l'argent. En retour, ils doivent s'attendre à être contrôlés. Et le travail de tout un chacun, en dehors des ONG, en dehors de toutes les organisations internationales, le travail de tout un chacun, c'est de regarder là où va notre argent. J'appelle à la barre le troisième et dernier témoin. Est-ce que cette extraterritorialité du droit, ce n'est pas encore plus impérialiste ? Est-ce que la question que vous me posez, c'est la question de savoir si, lorsque une ONG française attaque une multinationale française pour lutter contre l'impunité de ses crimes à l'étranger, est-ce qu'elle agit là de manière extraterritoriale? Et là, mon propos va être clair. Je crois que sur le sujet, il est indispensable que ceux qui prennent la parole pour critiquer l'impérialisme et l'extraterritorialité du droit français en reviennent aux fondamentaux, lisent ne serait-ce que le rapport de la Commission du droit international de l'ONU de 2011 qui explique très, très clairement qu'il n'est pas question ici d'extraterritorialité. L'extraterritorialité, ça concerne l'exécution, c'est-à-dire lorsque la France poursuit des pirates somaliens sur le territoire somalien sans avoir demandé l'autorisation de l'État somalien, là, elle est dans l'extraterritorialité. Que vous diriez-vous à Sherpa et que vous diriez-vous aux ONG de lutte contre les crimes économiques de manière générale? Comment agir de manière éthique? Quelles sont les questions finalement que notre accusé devrait se poser au quotidien? Les principes qu'il devrait suivre? Il me semble que lorsque c'est possible, mais on a bien vu par les témoins qui m'ont précédé à quel point c'était parfois difficile, que dans la mesure du possible, aller rechercher un soutien local de la part des ONG lorsqu'elles ont la possibilité de s'exprimer. Donc aller chercher un réseau d'appui local qui vient étayer, qui vient demander, qui vient pour apporter le dossier, effectivement, ça me semble être une considération importante à prendre en compte. Et une deuxième considération qui me semble également importante, c'est de se poser la question du financement. Qui nous finance? Pourquoi il nous finance? Qui nous alerte également? Et pourquoi il nous alerte? Il est vrai que les ONG que je défends ne sont pas exemptes de toute critique et elles le reconnaîtraient volontiers elles-mêmes. Loin de moi, finalement, l'idée de dire c'est celui qui dit qu'il l'est
mais finalement, dans ce cas précis, est-ce qu'elles n'agissent pas elles-mêmes dans un système qui est biaisé dès le départ, marqué par le sceau de la domination économique? Oui, c'est tout à fait, je crois, la bonne manière de poser la question, plutôt que de s'en remettre à une vision un petit peu rigide des relations juridiques entre les différents États. Effectivement, avant même la question de l'impérialisme, il faut se poser la question des inégalités de développement entre les États, des inégalités de richesse entre les uns et les autres, des inégalités qui vont traverser bien sûr les États les uns par rapport aux autres, mais également les multinationales par rapport aux victimes et également les multinationales vis-à-vis des populations, que ce soit des populations du Nord ou du Sud. On accuse aussi régulièrement mes clients d'être un obstacle au développement économique des pays dont ils attaquent les acteurs économiques. Sous-entendu, il vaut mieux laisser opérer tranquillement dans de très mauvaises conditions plutôt que de les faire fuir ou de les faire condamner. Que pensez-vous de ces accusations? Je pense qu'il faut quand même en revenir aux bases, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche un pays de se développer lorsque les multinationales acceptent juste basiquement de reconnaître les droits sociaux fondamentaux à leurs travailleurs, d'accepter que les populations participent aux consultations en lien avec les projets de développement qui sont susceptibles de nuire à l'environnement? Qu'est-ce qui empêche une multinationale de développer des projets en respectant cette base qu'est le respect des droits de l'homme? Ces associations-là, elles agissent dans le cadre de relations économiques qui sont par essence transnationales ou transrégions. Est-ce que vous parlez... perturbe l'audience, mais c'est pour la bonne cause. Non, mais merci pour ça. Voilà, non, mais je pense que toute la question de ce soir est en réalité ici au tableau. Voilà, je veux dire, vous évoquiez tout à l'heure la notion d'extraterritorialité, donc je veux dire, ça fait sens pour la justice française, pour la loi française, de réguler les entreprises françaises, peu important l'endroit où elles opèrent. Elles auront l'obligation de respecter les droits humains. Vous avez tout à fait bien résumé mon propos, sans confondre extraterritorialité normative, juridictionnelle et d'exécution, comme l'a fait Madame le procureur. Je crois qu'il est temps pour Madame Cossard de revenir à la barre et d'être éventuellement à nouveau, premièrement interrogée par Maître Gonzalez. On vous reproche, à vous et à vos soi-disant complices, dont certains sont d'ailleurs peut-être dans la salle, d'agir en France pour des faits commis à l'étranger. Ça me semble d'une mauvaise foi absolument consternante, dans la mesure où, pardonnez le pléonasme, mais nous sommes dans un monde mondialisé. Alors, puisqu'il faut leur expliquer en quoi cette action transnationale est indispensable à la lutte contre les dérives de la mondialisation. On va dire qu'aujourd'hui, le droit est fait par et pour les acteurs économiques, pour les multinationales. Et aujourd'hui, certaines multinationales attaquent les États qui tentent d'avoir des normes plus protectrices, des normes sociales, environnementales, fiscales. Et je ne vois pas et je n'entends pas beaucoup de découragement du côté des entreprises transnationales quand elles attaquent ces États, contrairement à ce qui a été dit à cette barre. Par ailleurs, en effet, les entreprises transnationales, de par leur structure, parce qu'elles opèrent à travers une chaîne de sous-traitance et à travers les nations, donc transnationales, elles peuvent bénéficier des profits qu'elles génèrent, cette chaîne de sous-traitance, et donc elles font remonter les profits et elles peuvent les consolider. En revanche, la responsabilité, elle, reste cantonnée au territoire, à la nation sur lesquelles ces préjudices opèrent. Et également, c'est une responsabilité qui est limitée. On dit pourtant que dans un état de droit, grand pouvoir implique grande responsabilité. Ce n'est pas le cas pour ce qui concerne les acteurs multinationaux. Une fois encore, j'entends que les États devraient être le dernier recours, c'est ce que nous espérons tous, je pense ici autour de la table, mais compte tenu en effet du pouvoir de ces multinationales qui sont aujourd'hui ces nouveaux léviathans que les États ont laissé prospérer et qui aujourd'hui engloutissent certains États,
il est à peu près impossible d'espérer aujourd'hui, malheureusement, que ces États seuls viennent au service de leur population. Nous devons donc, nous, aujourd'hui, relocaliser les préjudices devant les juridictions où, en effet, les profits sont logés, ou les juridictions où les victimes peuvent être entendues. Dans le même registre, Madame la procureure semble obsédée à l'idée que vous soyez française. Alors, monsieur le greffier, j'aimerais que vous remplaciez le mot « obsédé » par « déterminé à rechercher la vérité ». Alors, reformulons. Toujours dans le même registre, Madame la procureure, dans son obsession à chercher la vérité et sa fixation sur le fait que vous soyez française, me force à vous poser une question. Ôtez-nous d'un doute. La justice économique ne concerne-t-elle donc que les pays du Nord? Non, et heureusement que non. Et on en a entendu en partie une expérience. Il y a aujourd'hui, et je pense qu'on en est tous témoins, un besoin de justice sociale grandissant qui se fait jour à travers le monde, un besoin aussi de davantage de justice économique. On a eu certes en France le combat pour un devoir de vigilance en 2017 qui a permis une certaine responsabilité, une certaine lutte contre l'impunité. Mais c'est un combat qui est porté au niveau européen, bien évidemment, et au niveau international depuis bien plus longtemps, puisqu'il y a une initiative au niveau de l'ONU pour que les droits humains puissent prévaloir sur les droits des multinationales. Je vous rassure, le lobby des entreprises fait qu'aujourd'hui, cette initiative patine un peu, avec l'aide des États d'ailleurs, mais c'est une initiative qui avait été portée par l'Équateur et l'Afrique du Sud, donc en effet, ça n'est pas une marotte des pays du Nord, mais également des pays du Sud. Et il faut rappeler aussi que cette coopération entre les différentes sociétés civiles du Nord comme du Sud, elle doit permettre avant tout de faire bénéficier d'une liberté de parole et d'action qui n'est pas possible dans certains pays. Et là, je voudrais souligner le rôle fondamental que jouent les journalistes et défenseurs des droits, qu'ils soient emprisonnés, certains sont assassinés et qui risquent pour leur vie et qui nous obligent à agir, notamment en leur nom, devant des juridictions qui peuvent, elles, encore aujourd'hui, offrir cette liberté de parole ou offrir cette liberté d'action. Et je vous remercie de m'avoir donné la parole. Bien, surtout. J'ai bien conscience de l'impopularité de la position que je défends ce soir dans une salle qui est quasi entièrement acquise à l'accusé, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Mes chances sont d'autant plus minces d'aboutir que clairement cela n'a pas été un procès équitable. Mais je m'insurge. Peu importe, j'espère et j'ai bon espoir que le souci de la vérité qui nous anime tous et toutes l'emporte sur des considérations personnelles, amicales éventuellement, ou même la perspective d'une consommation gratuite au bar de la Bellevilloise ce soir. Parce que la vérité n'est pas cachée bien loin. Et il ne suffit pas d'être Sherlock Holmes ou William Bourdon pour la faire éclater au grand jour. Depuis le début, finalement, la défense ne fait que contester des faits accablants, mais en faisant cela, elle nous livre en réalité des aveux. Lorsqu'on l'accuse de spoliation, que nous répond-elle? Non, mais l'argent n'est pas sur notre compte, et puis si on le rend, on ne sait pas où il va aller. Bon, finalement, mieux vaut qu'il soit chez nous que chez eux. Hein. Alors, je vais vous demander de fermer les yeux un instant et de vous remémorer le temps où les injustices étaient évidentes, où il n'y avait pas besoin ni d'armes, ni de prose pour les enrober d'un vernis de bien commun. Revenons tout simplement à la cour de récré. Vous avez 8 ans et vous faites racketter votre goûter par un grand de CM2. Et là, le faillot de la classe, celui qui a des lunettes, qui est bien peigné, vous savez, le rapporte à la maîtresse. Non seulement vous perdez votre crédibilité, mais aussi l'espoir d'obtenir réparation vous-même un jour, mais vous perdez aussi votre goûter. Hein. Concrètement, on ne va pas prendre le risque de vous le redonner pour que vous vous fassiez voler à nouveau. Hein. Alors hop, confisqué le goûter. Et en plus, on va vous demander de faire des courbettes au faillot, qui croit, lui, avoir fait le bien et avoir rétabli la justice cosmique. Non, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames les jurés, la vraie justice,
c'est celle qui permet d'avoir le ventre plein à la fin de la journée. Quand on l'accuse d'ingérence, que répond-elle? Oui, c'est vrai, mais les entreprises, elles le sont plus encore. Bon, je vais vous passer la puérilité de l'argument, hein, c'est celui qui dit qui est, tout ça. Alors oui, évidemment, on ne va pas ignorer que les multinationales participent activement au système de corruption. Mais faut-il pour autant priver les pays de leur liberté de choisir avec qui ils font commerce? Est-ce qu'ils ne seraient pas finalement pas assez éclairés, hein? Est-ce qu'il y aurait besoin d'un gendarme international pour s'interposer dans leur avenir économique? Et l'ingérence est d'autant plus grave, messieurs, mesdames, que ce sont les travailleurs qu'on prétend défendre qui en subissent les conséquences. Alors bien sûr, nos ONG, hein, elles ont la conscience bien apaisée dans le confort de leur salon et sur leur canapé, pendant que finalement les victimes, elles, tombent dans les griffes d'un prédateur encore bien plus cruel. Alors elle nous répond « oui, mais c'est pour leur bien », ce qui m'amène naturellement à la troisième accusation, celle de paternalisme. Oui, mais si on ne le fait pas à leur place, ils n'y arriveront pas. Peut-on réellement encore entendre ça aujourd'hui? Je vous demande de regarder du côté des luttes décoloniales et de ce qu'elles nous apprennent aujourd'hui en France et des leçons qu'il y a à retenir de ces luttes. On sait aujourd'hui que lutter contre les injustices, ça commence par cesser de parler et d'agir en lieu et place des concernés. Il ne s'agit pas de cesser d'agir, mais de cesser d'agir au premier plan, d'avoir un rôle de soutien, d'être un véritable allié. Alors finalement, que fait notre accusé? Aujourd'hui, plutôt que de renverser un système dysfonctionnel, l'accusé s'emploie à colmater les failles et finalement à l'entretenir. Madame la Présidente, chers jurés, le ministère public, que l'on croirait corrompu jusqu'à la moelle par le grand capital, voudrait donc ce soir faire passer la lutte contre les crimes économiques pour un grand régime d'oppression coloniale. Soyons sérieux. Madame la procureure, quittons la cour de récré et rejoignons celle des grands. Et rassurez-vous, Madame la procureure, car mes clients plaident coupables. Coupables, non pas de leurs propres privilèges, j'y viendrai, mais coupables de participer à ce grand mouvement qu'est la justice internationale. Coupables d'idéalisme aussi, sûrement, car l'équité totale n'est jamais qu'un horizon. Et en réalité, nous avons beaucoup parlé d'égalité ce soir, mais la lutte contre les crimes économiques est avant tout une lutte pour les libertés. Celle dont on a privé les travailleurs syriens par les règnes de la terreur, de Bachar al-Assad à Daesh, à qui Lafarge aurait versé des pots de vin. La liberté. Et jusqu'à celle de vivre, dont on a privé les 1127 ouvrières et ouvriers qui ont péri dans l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, usine auprès de laquelle se fournissaient des entreprises européennes. Coupables finalement, mes clients, de se battre pour ce qu'Hannah Arendt appelait le droit d'avoir des droits, c'est-à-dire le droit de tout individu d'appartenir à l'irréductible espèce humaine. Ou coupables, si vous préférez, Madame la procureure, de ce que certains esprits obtus en mal de rébellion et de fraternité appellent cyniquement le droit de l'homisme. Car la question fondamentale qui vous est posée ce soir n'est pas « Sherpa est-elle coupable d'impérialisme ?» mais plutôt peut-elle être jugée coupable d'appartenir à un système impérialiste, d'utiliser les outils du maître pour démolir une maison qu'il a lui-même bâtie. Eh bien, j'aimerais ce soir que nous tentions ensemble, que personne ne se sente exclu, d'y apporter une réponse. Pour cela, si vous m'y autorisez, empruntons un léger détour. Sortons du débat nord-sud, colonisateur, colonisé. Portons donc notre attention sur une autre catégorie sociale, elle aussi aujourd'hui dans la tourmente, et qui nous devient si familière, celle du mâle blanc, figure à l'image de l'impérialisme que l'on oserait croire crépusculaire à l'aube du 3e millénaire. J'espère que personne ici n'aura trop de mal à se la représenter, car nous en connaissons tous quelques fringants spécimens. Bien. Maintenant, demandez-vous si cette figure doit être vouée à la condamnation perpétuelle.
Je ne vous demande pas de répondre, mais partons du postulat, ce soir, entre nous, que cette catégorie soit effectivement responsable d'une forme de domination couramment nommée patriarcat, ou à tout le moins d'une certaine forme de paternalisme à l'égard d'une catégorie à laquelle vous et moi appartenons, Madame la Présidente, Madame la Procureure même, c'est-à-dire celle des femmes. Bien, j'arrive à ma parabole. Maintenant, demandez-vous si chacun des membres de cette catégorie, pris cette fois individuellement, mérite une condamnation à ce titre. Non. Ben voyons, non. Ne soyez pas plus royaliste que la reine, Madame la Présidente. Ne les condamnez pas tous. À la rigueur, si vous y tenez vraiment. Condamnez les aveugles, mais ne condamnez pas ceux dont les yeux sont ouverts. Vous risqueriez d'ailleurs de les leur refermer. Et avouez que ce serait dommage. La vérité est qu'en matière d'impérialisme, comme en toute autre matière de domination, on n'échappe pas totalement à ses propres privilèges. Jamais. Et la force morale réside dans le fait de les découvrir, c'est-à-dire de les révéler à soi-même. Et n'est-ce pas justement à cette épreuve que se soumettent mes clients ce soir, et tout particulièrement celle qui a courageusement accepté de les représenter. Et c'est à ce devoir que certains qualifieraient même de dette qu'elle s'astreint depuis longtemps. Vous l'aurez compris, chers jurés, Madame la Présidente, ma cliente est innocente. Merci. Chère audience, je vais m'éclipser en compagnie des 4 jurés. Nous revenons dans à peu près 5 à 6, à tout casser, 7 minutes. À tout de suite. Bon, alors, chère audience, je vous rappelle qu'il y avait 3 chefs d'accusation: paternalisme, ingérence, spoliation. S'agissant du grief de paternalisme, nous avons à l'unanimité répudié cette accusation. Il n'y a pas de paternalisme parce que la catégorie juridique n'existe pas. C'est comme si on s'était dit, et alors le maternalisme, vous voyez? Donc, nullum crimen sine lege, cette accusation ne vaut point. Deuxièmement, s'agissant de l'ingérence, nous avons considéré à l'unanimité que les acteurs de la lutte contre les crimes économiques n'étaient pas coupables, car rendre aux victimes, rendre aux populations vulnérables, ce n'est pas s'ingérer. Et s'agissant de l'accusation de spoliation, alors, tenez-vous bien, à 3 voix contre 1, il a été décidé que les acteurs de la lutte contre les crimes économiques n'étaient pas coupables, mais 3 voix contre 1. Pourquoi? Parce que d'un côté, d'où le point sur... D'un côté, les biens sont confisqués, et de l'autre, il y a quand même en gestation une loi sur la restitution. Donc, ceci explique qu'à 3 voix contre 1, il a été considéré in fine qu'il n'y avait pas de violation. Je vous remercie encore.